Emmanuel, on vous revient pour parler de ce sujet polémique. Depuis hier, qui donc fait rage sur la toile un peu partout, le Premier ministre qui aurait rénové donc sa résidence à 6 milliards de francs guinéens, donc c'est à peu près 600 000 ou plus de 600 000 dollars. Alors, qu'est-ce que vous en savez après avoir glané quelques informations? On a vu, comme vous l'avez dit, cette information hier faire la fête sur les réseaux sociaux, et tout est parti de ce courrier du Premier ministre. Donc tout le monde a vu déjà le courrier 0400 adressé au ministre de l'économie et des finances, dans lequel le Premier ministre demande donc un recours à l'entente directe pour la passation des marchés concernant la rénovation et l'équipement de la résidence du Premier ministre. Et puis, il est suivi évidemment de cet autre courrier-réponse qui est celui du ministre de l'économie et des finances, oui, qui autorise. Et c'est parti de... Les deux se basent sur deux dispositions que nous allons rappeler ici rapidement. Le Premier ministre, par exemple, parle de l'article 38 du Code des marchés publics et l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi 020-2012. D'abord, je vais prendre l'article 38 du Code des marchés publics. Qu'est-ce qu'il dit? Autorisation, justement, il parle d'autorisation préalable. À l'exception des marchés visés à l'article 38, les marchés par entente directe doivent être préalablement autorisés par le ministre chargé des Finances, après justification par l'autorité contractante. Autorité contractante, ce sont les départements, ce sont les ministères, c'est la primature, ce sont les services publics qui passent des marchés publics. Parce que la loi a été revue et chaque département a désormais la possibilité de passer un marché. L'ARMP est désormais remise dans le rôle de régulation, tout simplement. Donc c'est de cela dont on parle, autorité contractante. Il a besoin, sur la base de l'article 38, de l'autorisation du ministre des Finances. Et c'est pourquoi, effectivement, il parle conformément aux dispositions de l'article 38 du Code des marchés publics. Maintenant, que dit l'article 4 de la loi 020 plutôt 2012? L'alinéa 4 dit quoi? Deux dispositions. La première, c'est que dans le cas d'extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Donc, on peut faire un recours à l'alinéa 4 pour la passation de gré à gré dans cette disposition. L'autre alinéa, dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou des forces majeures ne permettant pas de respecter les délais prévus par les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l'autorité contractante n'a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l'origine de l'urgence. Lorsque cela aussi se pose, on peut faire recours à un marché de gré à gré, donc par entente directe. Ça, c'est ce que disent les procédures. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le ministre des Finances a bien donné l'autorisation au Premier ministre sur la base des marchés, selon en tout cas les informations que nous avons reçues, des marchés qui étaient partis depuis Alpha Condé. Donc, depuis le temps Kassori Fofana. Ce qui s'est passé, c'est qu'il paraît que depuis le Sidya Touré... Tout en précisant au bas de sa lettre que le Premier ministre voudra bien, à travers ses services techniques, passer par, je crois que le service des marchés publics pour avoir un avis de non-objection. Donc, est-ce qu'il y a eu ce TANO ou ce AO, donc avis d'objection? On estime que oui, parce qu'on a mis la main sur ça. Le contrat finalement des travaux de rénovation, d'aménagement et d'équipement de la résidence du Premier ministre. Donc, puisque ce contrat date de 2022, donc on estime que c'est Bernard Goumou finalement qui l'a établi. Mais il est bien de rappeler les faits pour comprendre en fait l'origine de cette affaire. C'est Adja Kadiat Seth Conté qui décide à un moment de vendre l'une de ses résidences qui est située en face de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, du côté de Donka. Alpha Condé a eu vent de cette transaction, donc il a décidé d'acheter le domaine pour le compte de l'État. Parce que depuis Sidya Touré, le Premier ministre n'était pas logé. Et la dernière résidence qu'un Premier ministre a occupée est celle qui était occupée finalement par l'ex-première dame, paix à son âme, Feu Diéné Kaba. C'est là où Sidya Touré logeait, semble-t-il. Depuis lui, il n'y a plus eu de Premier ministre logé. Tous les Premiers ministres logeaient dans leur résidence privée. Et Alpha Condé a décidé d'acheter donc ce domaine de Adja Kadiat Seth pour en faire la résidence du Premier ministre. Et c'est Kassori Fofana qui décide de lancer le chantier finalement. D'ailleurs, une source à la primature au temps de Kassori nous a même fait comprendre qu'un jour il était venu à une conférence, à un événement au niveau de l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur plutôt, à la résidence de l'ambassadeur, puisque le domaine est en face de la résidence. Il aurait dit à l'ambassadeur des États-Unis, l'ancien, bientôt vous et moi nous serons voisins. Donc les chantiers ont été lancés du temps de Kassori Fofana, sauf que jusqu'à date, nous n'avons pas pu mettre main sur le contrat qui engageait l'entreprise
à faire les travaux au temps de Kassory Fofana. Est-ce qu'il y avait un contrat? Est-ce qu'il y avait gré? Est-ce que c'était gré à gré? Quel était le montant? Pour le moment, nous n'avons pas pu saisir cette information. Bien. Donc, la transition intervient. Mohamed Beavouga a hérité de la situation. Il n'a pas réglé. Bernard Goumou arrive. Le président lui aurait demandé de débloquer le chantier. Pourquoi est-ce que le chantier retarde? Et l'autre précision importante, c'est qu'il ne s'agit pas de la résidence privée de Bernard Goumou. Bernard Goumou habite chez lui, dans sa propre maison. C'est la résidence du Premier ministre du gouvernement. Parce que les gens font confusion. On pense qu'il a pris l'argent de l'État pour renouveler sa résidence. Non, non, non. Bernard Goumou habite dans une maison qui lui appartient avant qu'il ne soit ministre même. Donc, il ne s'agit pas de sa résidence, il s'agit de la résidence que l'État a décidé de construire pour loger les premiers ministres. Oui. Et jusqu'à date, Bernard Goumou ne loge pas encore dans cette maison, la maison dont on parle. Donc, le président lui a demandé d'accélérer les travaux et quand il a fait appel à l'entrepreneur pour demander pourquoi les travaux traînent, l'entrepreneur lui a dit que c'est parce que l'État n'a pas payé et que lui, il avait déjà exécuté 50% des travaux. Donc, on lui demande de venir avec le contrat pour que l'État sache quel est le montant qu'il lui doit et qu'on puisse payer. Il semble qu'il n'y a pas eu de contrat, l'entrepreneur n'a pas présenté de contrat. Donc, moi, je me suis approché de certaines sources auprès de l'autorité de régulation des marchés publics pour demander est-ce que vous avez connaissance de ce contrat, parce qu'il date quand même de longtemps, Kassory c'était 2018. Est-ce que vous avez connaissance de ce contrat, puisque chaque contrat de ce type doit être enregistré à l'autorité de régulation des marchés publics. À l'ARMP, on n'en a aucune connaissance. Du temps de Kassory, quand le chantier a été lancé, on me dit qu'on n'a aucune connaissance de ce chantier. Donc, c'est ainsi que Bernard Goumou, ayant constaté qu'il n'y a pas de contrat, décide finalement de remettre le chantier dans les normes légales. Bien. Et pour cela, il a besoin de finalement passer par entente directe parce que l'entrepreneur avait déjà réalisé 50% des travaux. Bien. Il y avait deux solutions. La première, c'est d'annuler les 50% qu'il a fait, tout détruire et tout recommencer à zéro. La deuxième, c'est constater que 50% des travaux étaient exécutés et continuer donc avec le reste des 50%. Là-dessus, il obtient de l'entrepreneur l'engagement de finir les travaux 3 mois après l'exécution des travaux. Maintenant, la question c'est pourquoi Bernard Goumou n'a pas cassé ce marché puisqu'il était de gré à gré et refaire donc un marché qui respecte les procédures. J'ai demandé à certaines personnes à l'ARMP, on me dit que en temps normal, la passation d'un marché public peut durer 77 jours. Soit 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi seulement pour les procédures de passation. Et après, l'entreprise qui aura le contrat va ensuite commencer les travaux. Donc pour les 77 jours qu'il faut pour la passation de la procédure et les 3 mois que l'autre a donné, donc 90 jours pour terminer complètement les travaux, il semble que Bernard Goumou a opté pour les 90 jours pour que la résidence puisse être finalement complètement construite. Maintenant, dernier point qui est important aussi à souligner, c'est que dans sa lettre, le Premier ministre parle du caractère urgent des travaux. Donc, il dit le recours à cette dérogation se justifie par l'urgence liée à l'obtention d'un logement moderne adapté au rang d'un Premier ministre. Ce caractère de l'urgence est défini par le Code des marchés publics. À quel moment le Premier ministre peut faire recours à des questions d'urgence? Il y a 3 types d'urgence que le Code des marchés publics prévoit. Il y a l'urgence fonctionnelle, donc unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction. Urgence impérieuse, situation résultante d'événements imprévisibles ou de force majeure pour l'autorité contractante et n'étant pas de son fait, donc l'imposant une action immédiate. Urgence simple, situation qui n'est pas du fait de l'autorité contractante, imposant une action rapide et justifiant à cette fin la réduction du délai de réception. Emmanuel, vous assistez à Emmanuel Milimono pour déjà les démarches qu'il a faites. Je précise justement qu'il a glané des informations auprès de la primature, l'entreprise qui est censée avoir fait les travaux ou être déjà sur les travaux. Il est sur ces pistes-là et tout comme sur le ministère de l'économie et des finances, comme le ministre Gawal l'a dit, il faut qu'il sache qu'on est en train de recouper. Moi, personnellement, j'ai appelé le ministre de l'économie et des finances. Pas de réponse, ni aux appels, ni aux messageries, bien entendu. Donc, c'est pour dire que nous sommes là-dessus. Et Emmanuel, je veux dire, on pourrait revenir là-dessus. Emmanuel va rapporter plus de précision. Mais Talibé, je reste avec vous. Il faut quand même préciser que c'est eux qui ont demandé à faire des précisions. C'est important de le dire. Absolument, il faut qu'on soit clair. Voilà. Bassaïkou, le directeur des rédactions de Film FM, m'a appelé en tant que directeur de rédaction. Oui, le directeur de rédaction, moi, chef éditorial de Mirador, pour me dire que la cellule de communication du gouvernement souhaiterait intervenir via le porte-parole du gouvernement pour justement donner la version du gouvernement sur cette affaire qui, semble-t-il, est embêtante. Donc c'est à cet effet que nous avons
consenti, convenu de donner la parole à monsieur le Premier ministre, voilà. à monsieur Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Donc il était censé venir ici avec des éléments au-delà du courrier du Premier ministre, au-delà du courrier du ministre de l'Économie et des Finances, pour, selon lui, tuer la propagande. Et ce qu'il nous a dit là, Emmanuel l'avait déjà dit dans ses explications. Et nous n'avons, depuis le début de cette émission, ni jugé du caractère illégal. Nous n'avons même pas encore fini de présenter les faits. Nous en sommes tenus qu'à présenter les faits à travers les courriers et ce que dit le code des marchés publics. Donc, le monsieur ne peut pas dire que nous avons jugé exorbitant ou non un quelconque. Pour l'instant, il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Voilà. Emmanuel peut continuer sa présentation. Ok, allez-y Emmanuel là-dessus. Malheureusement, très rapidement. Le porte-parole a dit qu'il ne nous a pas écoutés au début, ce qui fait que lui-même il est tombé comme cheveu dans soupe dans une affaire que nous n'avons même pas encore commentée. Donc, j'étais en train de dire, en réalité, j'étais sur les notions d'urgence que le Premier ministre a utilisées dans son courrier. Et ces notions d'urgence sont strictement encadrées par le nouveau code des marchés publics en Guinée. Je suis revenu tout à l'heure là-dessus. Et certains spécialistes disent que l'argument avancé par le Premier ministre comme notion d'urgence ne peut pas coller. Parce qu'on estime que la rénovation d'une résidence qui appartient à un haut commis de l'État comme le Premier ministre, c'est un travail qui est prévisible. Donc on peut mettre en termes d'objectifs, qu'on peut donc budgétiser et même avoir le temps de faire les procédures normales. Donc la notion d'urgence, selon des spécialistes que j'ai consultés, ne colle pas dans l'affaire précise. Sauf que d'autres sources aussi me disent qu'en ce qui concerne la construction d'une résidence comme celle du Premier ministre, étant une résidence de fonction, je rappelle encore une fois, ce n'est pas la résidence personnelle de Bernard Goumou, c'est la résidence officielle des premiers ministres. C'est une infrastructure de souveraineté et qu'elle n'est pas censée passer par une passation de marché, premièrement. Deuxièmement, l'entreprise qui exécute le travail n'est même pas censée être connue pour des questions de sécurité du Premier ministre. Parce qu'évidemment, si vous connaissez l'entrepreneur qui construit le marché, c'est que vous avez la possibilité demain de connaître quelle est la constitution, quelle est comment l'infrastructure. C'est quand même une entreprise qui est née, selon les informations, le 1er septembre 2022. Je ne sais pas. Donc 5 jours avant. Je n'ai pas encore cette précision-là, mais toujours est-il que moi. Qui est né en 2022 et qui a eu le contrat on me conseille de ne même pas donner le nom de l'entreprise parce que ça mettrait en danger la vie des premiers ministres. Parce que. Voilà. En tout cas, moi je le fais. C'est quelque chose de global. C'est connu. Et il est important également de rappeler, Ouri, que sur ce qui est de la procédure, je vais terminer là-dessus, la procédure qui impose au Premier ministre de passer par la passation du marché. Je le disais tantôt, le contrat qu'il avait demandé à l'entrepreneur au départ, pour savoir sur quelle base nous sommes, pour qu'on puisse, parce qu'on lui a dit que l'État n'avait pas financé, n'avait pas payé, sur quelle base nous sommes pour pouvoir relancer les travaux, l'entrepreneur n'a pas présenté le contrat. Et on me dit que c'est dans ce cas que le Premier ministre, puisqu'il a constaté déjà que 50% des travaux sont réalisés, il avait le choix, soit il rompt le contrat, il casse tout ce qui est fait, des 50% qui sont déjà sur le terrain. L'entrepreneur avait déjà importé du matériel pour la finalisation des travaux. Il annule tout, donc il met tout à l'eau, il recommence le travail à zéro, il remet le marché à concurrence. Donc ça va lui coûter 77 jours. Ensuite, le délai d'exécution des travaux qui peut aller de 6 mois à 1 an également. Donc il avait le choix de prendre cela. Deuxième choix, c'est de constater que 50% des travaux sont effectués. Le matériel de finition est déjà sur place et donc finalement échanger avec l'entreprise pour voir quelle modalité on peut avoir construit pour terminer les travaux. Et le PM a décidé de faire le choix, semble-t-il, de continuer avec l'entreprise qui a déjà réalisé 50% des travaux. Il n'y avait pas de contrat. Et là-dessus, il y a des spécialistes également qui m'ont dit qu'il arrive très souvent en Guinée, des entrepreneurs, lorsqu'ils ont vendu des marchés, qu'ils soumissionnent, ils sont sur la procédure parce qu'il y a une procédure qui est très encadrée. Même quand on vous déclare adjudicateur des marchés, il faut que l'État vous écrive une lettre officielle. Vous notifie officiellement. On peut dire que telle entreprise a remporté le marché, on publie cela dans tous les journaux. Mais pour que ça soit effectif, l'État doit vous écrire une lettre officielle pour vous dire que c'est vous qui avez remporté le marché. Et la lettre est accompagnée du contrat
d'exécution du travail. Mais il y a des entreprises, à partir du moment où il est publié que c'est elles qui ont remporté le marché, elles n'attendent pas la lettre, elles n'attendent pas le contrat, elles commencent les travaux pour s'assurer qu'on ne va pas leur retirer le contrat après. Et c'est pourquoi on parle très souvent de préfinancement. Donc l'entreprise met la main à la poche pour venir exécuter les travaux en attendant que l'État viennent avec le contrat. Et pourquoi cela? Parce que il semble que quand les entrepreneurs ont déjà fait ça, ils veulent mettre l'État devant le fait accompli. Si vous voulez lui retirer le marché, vous allez quand même constater qu'il a fait déjà du travail, du chemin. Et dans le cas précis, il avait déjà fait 50%. Donc là, Bernard Goumou était, s'il voulait maintenir le travail qui est déjà effectué, de faire ce que l'on appelle de la régularisation. Donc remettre le marché dans un cadre légal. Puisqu'il n'y avait pas de traces de ce marché, il devait le mettre dans le cadre légal. Étant donné que l'entrepreneur a déjà fait du travail, on est obligé de faire avec lui. Donc, on est obligé de faire du gré à gré finalement. Et c'est dans ce cadre qu'il écrit au ministre des Finances. Il reçoit l'autorisation, il établit ce contrat finalement. Parce que ce contrat, il n'existait pas. Et il ne revoit pas le montant à la baisse. Il date, non, il ne revoit pas le montant à la baisse. Il le maintient. Il date ici de 2022. Donc c'est en 2022, Bernard Goumou établit ce contrat. Le montant est le même. Il y a un petit problème. Peut-être qu'on va faire... vous allez continuer les enquêtes. Le mercredi, on reviendra là-dessus. Mais il y a quand même un petit problème. C'est un contrat qui a commencé avec Kassori Fofana. Certainement, il y a une entreprise qui a commencé les travaux. Mais cette entreprise, elle est née. Elle est née en septembre 2022. Ça fait donc après le coup d'État. Ça fait partie. Donc quelle est l'entreprise qui a commencé les travaux et qui a réalisé à 50%? C'est quoi cette entreprise qui est née le coup d'État, qui est née donc un an après le coup d'État et qui a ce marché-là? Ça fait partie des zones d'ombre que nous allons tenter d'éclaircir dans les jours à venir. Pour l'instant, je ne veux pas me hasarder à dire des choses que je ne maîtrise pas. Je vais aller sur la base d'informations concrètes existantes. Et dernière précision, Ouri, deux dernières précisions. La première, c'est que la passation de marché de gré à gré est prévue par le Code des marchés publics, mais c'est strictement encadré. Deuxième précision, c'est que chaque entité contractante, les départements et la primature notamment, ont le droit de passer jusqu'à 10% des marchés par gré à gré. Merci Emmanuel, on reste là-dessus. C'est une grosse enquête qu'on va ouvrir. Un tour de table, vite fait, 1 minute par personne. J'ai ici la version de Élise Koivougui, consultante en communication et relations publiques à la primature. Élise Koivougui. Qui dit que le Premier ministre Goumou a constaté que les travaux étaient à 50%. Il fallait d'abord raser la maison qui était là. Quelle maison? Donc, c'est celle qui était là anciennement. Donc, il fallait... Voilà, celle de Cadet Sec. Donc, ça, c'est un premier abcès. Après, ils disent que Bernard ne logera pas dedans. Bernard ne logera pas dedans. Alors, quelle était l'urgence? Si... Il ne logera pas dans cette maison. Oui, parce que c'est ce que dit la responsable, la consultante de la communication. Bernard ne logera pas dedans. Est-ce qu'à date, cette maison, la construction est terminée? Alors, quelle était l'urgence, justement, de venir, comment dirais-je, normaliser un marché que vous avez hérité, si les informations d'Emmanuel sont confirmées, du régime de fin, dont les conditions n'ont pas été clarifiées? Vous venez donc normaliser un tel marché. Et il y avait quelle urgence, justement, à le faire? C'est des questions que nous nous posons et nous voulons savoir, bien évidemment, cela peut ne pas plaire à monsieur le porte-parole du gouvernement, mais cette affaire-là, il faut aller avec pédagogie pour expliquer aux Guinéens ce qui s'est passé et non faire des reproches à ceux-là qui veulent savoir comment l'argent public a été utilisé et comment on a pu injecter 6 milliards dans une rénovation. Parce qu'on parle de rénovation. Et ça, c'est au nom du principe sacro-saint de la redevabilité. Oui, Lincoln, rapidement là-dessus, s'il te plaît. On estime que le régime de fin surfacturait par rapport aux travaux. Mais les 6 milliards du régime d'Alpha Condé n'a pas changé sous la transition. Qu'en s'est-il passé pour que tout cela soit maintenu? Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'en matière de droit de bien, il y a ce qu'on appelle le droit de suite. Partout où vous avez votre bien, vous avez le droit de regard. Donc quand les Guinéens s'interrogent sur où vont leurs 6 milliards, quelqu'un ne doit pas s'offusquer. Parce que cet argent-là, c'est leur droit des Guinéens. C'est leur droit. Quand ils ne savent pas, ce n'est pas tout le monde qui a accès au marché public. Donc le porte-parole du gouvernement peut nous aider, il n'a pas le contrat. Mais les Guinéens sont en légitimité de savoir où vont leurs fortes sommes, l'argent. À part ça, la Guinée a un incroyable talent.
une entreprise peut être créée aujourd'hui et avoir le marché aujourd'hui. Un Guinéen peut naître aujourd'hui et être milliardaire. Bien. Cette entreprise, elle est qui? Pour les 6 milliards. Ça, avec plus 500 millions de dollars. Avec 500 millions, oui. Vous pouvez avoir R plus 1 ou R plus 2. Oui. Mais 6 milliards, c'est pour construire 10 étages, 20 étages ou 50 étages. Donc on pourrait dire que c'est la résidence de KPC ou d'Antonio ou de Kabagiter ou je sais pas possible. Les gens posent la question. 6 milliards de francs. Diarra Girassi, on a une minute quand même. Une chose est sûre, il y a Anguille sous roche, ça c'est très important. Je pense que la gestion de l'État, elle doit être désormais participative. Bien. On ne peut pas empêcher à la population d'avoir un regard sur tout ce qui se passe en termes de gestion des biens. C'est vrai qu'il y a une situation qui s'est imposée. La population s'est interrogée là-dessus. Je pense que c'est une alerte qu'il faut prendre au sérieux. Bien. Et aujourd'hui, il fallait que le ministre porte-parole du gouvernement nous donne des informations claires parce que au sein de la population, ça spécule dans tous les sens. Il fallait qu'il se mette dans l'approche, dans cette posture de pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais il ne l'a pas fait malheureusement. S'il était devant la police, on l'aurait pris pour coupable. Absolument. Oui, Mamadou Diambaldé là-dessus. Je salue déjà la démarche d'Emmanuel qui a levé le lièvre et une zone d'ombre sur tous ces flous-là, parce que la vache laitière qu'est l'État, ici, nos cadres, comment dirais-je, ne lésinent pas sur les moyens quand il s'agit de la traire. Voilà, donc... Cabinet Fofana, on a l'impression que c'est quand même une résidence high-tech. Non, bon, vous savez, c'est difficile de dire est-ce que l'argent, cette somme-là, elle est exorbitante ou pas, parce qu'on n'a pas les détails. Encore une fois, il s'agit de la résidence du Premier ministre et tout ça relève de la sécurité. C'est difficile de savoir. Je pense que il faut checker superment bien là-dessus. Bon, le ministre porte-parole du gouvernement nous aurait permis ça, mais malheureusement, je crois qu'il s'est réveillé d'un mauvais matin. Il n'a pas pu nous dire effectivement ce qu'il en savait davantage, mieux que nous. Voilà, bonjour à la nouvelle oligarchie. La pause s'impose. Une petite précision sur le dossier de rénovation de la résidence du Premier ministre. Oui, on a d'autres informations. La première, c'est que finalement, il ne s'agit pas d'un contrat au départ de rénovation, mais d'un contrat de construction. Parce qu'il semble que le terrain était complètement vide quand il a été d'abord aménagé une première fois par un certain Cassius Dioubate. Après, l'État est venu le récupérer pensant que c'était un domaine de l'État. On a mis à terre tout ce que Cassius Dioubate avait fait et donc recommencer tout le travail en réalité. C'était construction. Avant que la famille de Conté n'intervienne à travers Yari Souma, l'ex-ministre de la Justice, qui est intervenu donc pour soulever un litige dans lequel la famille Conté réclamait le domaine. Donc l'État les a dédommagés entre-temps. Ce qui veut dire que donc on a commencé à zéro la construction de l'infrastructure. Et pourquoi le budget est élevé? Parce que selon certaines sources, en réalité, c'était un bâtiment qui était destiné à être aussi une résidence d'été du président de la République. Donc il était censé aussi abriter pendant ses vacances le président de la République avant qu'on ne pense à en faire finalement la résidence du Premier ministre. L'autre précision, c'est que ce genre d'infrastructure, que ce soit le palais présidentiel, le logement du président ou le logement du Premier ministre, des sources m'informent que c'est une infrastructure de souveraineté. L'erreur du Premier ministre Bernard Goumou a été de demander une dérogation au ministre des Finances. En réalité, il avait la possibilité d'exécuter directement le marché sans demander une quelconque autorisation, parce que le contrat au départ devait être financé par le budget de souveraineté de la primature. Puisque c'est une infrastructure de souveraineté, on ne doit pas passer d'appel d'offres là-dessus pour des questions de sécurité. Et d'ailleurs, quand on exécute ce genre de travaux, selon certaines informations, celui qui construit les murs est différent de celui qui va faire l'électricité, il est différent de celui qui va mettre les portes, il est différent de celui qui va mettre les alarmes, il est différent de celui qui va mettre les radars. On fait en sorte que ce ne soit pas une seule entreprise pour que demain, quelqu'un qui en veut par exemple au Premier ministre aille tout simplement s'adresser à l'entrepreneur comme il est affiché sur cette page, peut-être prendre l'entrepreneur en otage pour l'obliger à donner les plans d'aménagement du bâtiment et donc donner facilement l'accès soit à la capture du Premier ministre. Le choix également, que ce soit contigu à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, semble-t-il, n'est pas fortuit. Tout cela est lié à des questions de sécurité. Et enfin, dernière précision, c'est que selon certaines sources, en tout cas qui s'y connaissent, il n'y a plus intérêt pour aucun Premier ministre d'habiter dans cette maison parce que, étant donné que l'entreprise qui construit, qui fait les travaux est connue, les questions de sécurité ne sont plus assurées. Ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser
ce bâtiment comme il était censé être utilisé. Mais le budget, semble-t-il, n'a rien d'exorbitant parce que c'est un bâtiment qui était préparé pour accueillir le président de la République. Donc j'imagine qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle là-dedans, une maison high-tech quoi. On parle même de radar. Millions de dollars quand même. Je pense qu'on reviendra sur tout ça. Merci Emmanuel pour ces informations complémentaires. On reviendra là-dessus. Bien, alors l'autre sujet en lien avec nos invités du jour. En 65 années d'indépendance politique, nous dit Talibé, la Guinée aura toujours souffert de sa gouvernance économique et financière, indispensable au développement socio-économique du pays. La non-maîtrise et des errements de cette gouvernance ont véritablement sapé l'image des régimes successifs depuis 1958. Le boom économique promis par les différents dirigeants ne s'est guère opéré, avec pour conséquence une paupérisation grandissante des Guinéens. C'est pourquoi donc les grandes annonces faites par le colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021, qui a promis de lutter contre la mauvaise gouvernance et la corruption généralisée, avaient conquis les cœurs et les esprits de nombreux Guinéens. Des annonces qui, à l'épreuve du temps et des réalités minées par des intérêts tous azimuts, sont aujourd'hui loin des espoirs soulevés. Bien entendu, si certains agrégats macroéconomiques rassurent, des interrogations sont encore de mise quant à la lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics, les marchés de gré à gré, on en parlait tout à l'heure, la rationalisation des dépenses publiques, la dilapidation des ressources de l'État. Alors, les performances revendiquées par le gouvernement de transition témoignent-elles d'une réelle bonne santé économique du pays 2 ans après la profession de foi d'une refondation de l'État? Quel est le bilan du CNRD dans l'important secteur minier? Des questions et d'autres que nous posons maintenant respectivement à M. Mohamed Kamara, qui est déjà dans ce studio, économiste et consultant au cabinet consulting, et à M. Oumar Toutia Bari, qui va donc lui succéder dans un instant. Lui, il est spécialiste des questions minières, donc on rentre de plein pied dans justement l'invité du jour.